Bonjour Elodie, tu m'invites à voyager dans le temps aujourd'hui? Bonjour Jean-Luc. Non, je ne voyage pas dans le temps. Je me trouve au cœur de Strasbourg, dans une rue très représentative de la Neustadt, en français la Nouvelle Ville. Ah oui d'accord, je vois à l'ouest les Vosges, à l'est la Forêt-Noire et au milieu coule le Rhin. Absolument, c'est ça. Et cette position géographique est directement liée au travail de ces deux personnes et à l'histoire de ce quartier. Quant à cette chambre photographique, semblant d'un autre âge, il y a une explication logique que je t'invite à découvrir en me rejoignant. Ok, tu bouges pas, j'arrive. Pendant que Jean-Luc nous rejoint, faisons une petite révision d'histoire de France, ou plutôt d'Europe. Remontons en 1870, lorsque l'Empire français déclara la guerre à la Prusse. 6 mois plus tard, la France capitulait et rendait à l'Allemagne unifiée l'Alsace et la Moselle, qui avaient été annexées par Louis XIV en 1681. La Neustadt, c'est la vitrine de l'Allemagne prussienne quand Strasbourg fut promue au rang de capitale régionale. Mais il fallait encore que cette cité affirme son rôle de centre économique dans l'Allemagne du Sud-Ouest. Ainsi, entre 1870 et 1914, la population de la ville passa de 70 000 à 180 000 habitants, et sa surface tripla. T'arriveras à faire des éléments de face avec l'inscription? Oui. Moi, c'était un peu limite, mais j'ai réussi à avoir l'inscription, le décor au-dessus. Ouais. Et puis Et t'as bien l'huisserie d'origine en bois sur ta photo. Bon, bah c'est impeccable alors. Parce que moi, j'aimerais bien avoir effectivement les lucarnes qui sont d'un dessin différent à chaque fois et la céramique bleue qui est assez jolie. il y a tout à fait moyen. Bonjour. Voilà. Bonjour monsieur. Bonjour, ouais. Je peux vous demander ce que vous faites? Alors, on travaille au service d'inventaire du patrimoine de la région Alsace. Ah bon. Et actuellement, on est en train de recenser l'ensemble du patrimoine bâti construit dans ce qu'on appelle le quartier de la Neustadt, donc c'est la ville nouvelle construite à partir de 1880 jusqu'en 1914 autour du vieux Strasbourg. Et vous travaillez encore avec des chambres Oui, dans certains cas, disons que le numérique prend de plus en plus d'importance, bien évidemment, mais dans certaines situations un peu difficiles, c'est tout à fait satisfaisant de travailler la chambre. Ça m'intéresserait de voir ça, c'est possible? Bien sûr, mais oui, tout à fait. Et on peut vous emmener dans notre service qui est basé dans l'ancien palais impérial, qui est à 2 pas d'ici. On peut y aller. Je vous suis, moi, écoutez, moi je pense que je vais laisser mes collègues ici continuer à faire une prise de vue dont on a convenu. Et puis si vous voulez m'accompagner. Ah, vous me prenez au mot alors? Bah écoutez, pas de souci. On y va. Venez. Allez. À plus tard. À plus tard. Alors, concrètement, là, on est où là? Au service de l'inventaire, donc dans la bibliothèque, dans notre centre de documentation. Et je vous présente à Marie Potéchère, qui est notre chef de service, qui dirige l'enquête donc sur la Neustadt. Marie, je te présente Jean-Luc Narbauer, qui est reporter et qui aimerait en savoir un peu plus sur l'enquête que nous menons. Merci Olivier. Merci beaucoup. Alors, c'est quoi le service de l'inventaire du patrimoine? Les services d'inventaire du patrimoine ont pour mission de recenser, d'étudier et valoriser le patrimoine régional. En fait, ils ont été créés au début des années 60 sur l'initiative d'André Malraux et d'André Chastel. L'idée était de créer un service dans chaque région pour avoir une connaissance exhaustive du patrimoine régional et ainsi une connaissance globale du patrimoine à l'échelle nationale. Patrimoine régional, c'est surtout d'architecture dont il s'agit. D'architecture, d'objets d'art, d'urbanisme, c'est tout ce qui constitue notre quotidien. Mais venez avec moi, je vais vous montrer quelque chose. Ok, avec plaisir. Waouh, quel décor, dites-moi. Eh oui, nous sommes ici au Palais du Rhin.
En fait, c'est l'ancien palais impérial qui avait été construit par l'architecte berlinois Hermann Egert pour abriter l'empereur lors de ses venues à Strasbourg. Il avait été initialement construit pour Guillaume Ier, mais celui-ci n'y résida jamais puisqu'il mourut avant la fin des travaux. Et c'est Guillaume II qui y résida à plusieurs reprises quand il venait à Strasbourg, bien qu'il n'aimait pas beaucoup le palais qu'il trouvait trop pompeux. En termes de style architectural, qu'est-ce qu'on peut dire? Alors d'un point de vue architectural, en fait, on a un mélange de différents styles. Pour les éléments intérieurs, on a effectivement des éléments d'inspiration antiquisante, mais on a beaucoup des éléments d'inspiration aussi baroque allemande. On a aussi un vocabulaire décoratif avec une très forte symbolique, très allégorique, avec à gauche, pour la partie occupée plus par l'empereur, avec une allégorie de la force, de la puissance, avec cette femme casquée, assise, avec à ses pieds un lion, elle tient une massue, le symbole d'Hercule et de la force, tandis qu'à droite, du côté des appartements de l'impératrice, on a une allégorie de la fertilité, de la fécondité et des bienfaits apportés par la paix. C'est la dimension maternelle qu'incarne l'impératrice. Ben, on va aller un peu plus loin. Vous allez m'en montrer un peu plus. Marie, est-ce qu'on n'a pas tendance très souvent à réduire un peu la Neustadt à l'axe impérial, ce grand axe magnifique qui est devant nous là? Oui, vous avez raison Jean-Luc, en effet, la Neustadt va bien au-delà du simple axe impérial, puisque c'est tout l'ensemble qui va enserrer en fait le noyau de la ville ancienne, depuis l'est avec la porte de Kehl et plus loin le port du Rhin, jusqu'au nord avec l'actuelle place de Bordeaux et jusqu'au sud-ouest avec la gare et l'hôpital. C'est tout un ensemble qui va conduire à peu près au triplement de la surface urbaine de Strasbourg et pour lequel un plan va être nécessaire. Ce plan va être établi par Jean-Geoffroy Conrad, l'architecte municipal de l'époque, et il va proposer une trame perpendiculaire structurée par trois axes. L'axe impérial qui constitue le premier, un second qui va dans la même direction de l'ouest vers l'est en direction de l'Allemagne et du Rhin, et un troisième qui va courir depuis le nord en direction de la flèche de la cathédrale, rattachant ainsi la Neustadt au cœur historique de Strasbourg. Ah, bonjour. C'est déjà rencontré quelque part, je crois. On s'est rencontrés rue du Général Rapp, il me semble. Ah, vous êtes photographe ou chercheur à l'inventaire, c'est ça? Non, du tout, je suis cartographe. Ah, autant pour moi. Si vous voulez, je peux vous montrer à quoi consiste la cartographie. Ah bah avec plaisir, oui. Je vous suis. Vas-y. Vous êtes en plein dedans, là. Oui. Superbe. Je vais vous présenter Audrey. Ça, c'est votre collègue, hein? Oui. Cartographe, elle aussi? Oui. Bonjour. Alors Audrey, vous aussi, vous êtes à fond sur la Neustadt, là. Là, on est sur un ancien plan de Strasbourg, je crois, là. Oui, alors là, ce que vous voyez, c'est une carte de 1871. Donc, vous voyez qu'en 1871, avant la guerre, Strasbourg est une petite ville. Vous voyez, c'est une petite ville de province qui est limitée dans ses fortifications de Vauban. Et puis, lorsque les Allemands viendront, progressivement, les fortifications seront rasées. Et puis, les Allemands construiront une nouvelle ville. Voilà, en bleu, l'emprise de la ville telle qu'elle a été construite par les Allemands et telle qu'elle existe aujourd'hui. Oui, c'est considérable. On voit bien qu'elle est construite tout autour de Strasbourg, à la place des fortifications, et pour une large part au nord-est de la ville. Et en fait, il ne reste plus bien grand-chose de Vauban, du coup. Non, il ne reste plus grand-chose de Vauban. Il faut savoir que les Allemands, eux aussi, ont construit une ville militaire, et la Kriegsstor, qui était conçue par les Allemands, figure déjà sur cette carte. Et à ce sujet, il y a d'ailleurs deux chercheurs de l'équipe, Elisabeth et Jérôme, qui actuellement sont en train de l'étudier. On va les rejoindre d'ailleurs, puisqu'il s'agit là de beaux vestiges de l'architecture militaire allemande de cette époque-là. Tout à fait.
là, Elisabeth, on est dans le quartier des Remparts, sur la rue des Remparts. On est à peu près à cette hauteur-là. Oui, exactement. En quoi cet élément fortifié est intéressant pour l'histoire militaire de la ville de Strasbourg? C'est très simple, c'est qu'on est devant en fait, la dernière porte militaire construite par les autorités militaires allemandes après 1870. Et c'est une porte qui, aujourd'hui, non seulement est la dernière à Strasbourg, mais qui est unique aujourd'hui à l'échelle européenne. D'accord. Et donc la date précise de construction, tu la connais? 1877. Ouais. D'accord. Et en fait, elle servait pour permettre les mouvements des troupes qui étaient en garnison au poste à Strasbourg vers les forts détachés qui se trouvaient à l'extérieur. Ici, on est au niveau de l'enceinte urbaine, au niveau du front nord-ouest. Parfait. Alors, ici, il y a même une herse. Ouais. Et on a tout le voûtement en berceau extrêmement bien appareillé. Oui. Dans les portes blindées, effectivement, me semble encore d'origine. Oui, quand même le Judas. Avec les Judas. Ouais. Ici, regarde, le créneau pour le tir. C'est curieux qu'on en ait que sur ce côté-là. Alors Olivier, la Neustadt, c'est une passion. J'ai l'impression c'est une passion, c'est l'histoire de la ville, c'est chez Strasbourgeois, donc voilà. C'est pas... J'y habite en plus, donc vous habitez dans Strasbourg. Ouais. Voilà. Alors la Neustadt, ici on est dans le cœur de la Neustadt avec ce superbe axe impérial. D'un côté, le pouvoir politique, de l'autre, le savoir. Alors exactement, Jean-Luc. On est sur l'ancienne Kaiserplatz, la place impériale, qui sert de pivot, de communication entre la vieille ville qui est devant nous. La cathédrale. Et voilà, cette nouvelle ville construite par les autorités allemandes qui s'étale derrière nous, dans cette direction-là, avec effectivement l'axe de Prestige. Et autour de cette place vont être construits entre 1884 et 1911 l'ensemble des plus grands bâtiments d'administration impériale en Alsace-Lorraine, le Palais du Rhin, le Palais de la Diète d'Alsace-Lorraine, l'ancienne bibliothèque universitaire impériale du Land et les bâtiments des ministères qui vont être les derniers à être construits à ce moment-là. Et on peut effectivement continuer notre visite vers Saint-Paul. On y va. Olivier, parmi les 6000 bâtiments remarquables, les 4000 adresses de la Neustadt, il y a 3 églises. Alors, il y a 3 églises principales qui sont dans la Neustadt. Donc, et on est dans l'une d'elles, puisqu'il s'agit de l'ancienne église de la garnison luthérienne à Strasbourg. Voilà, qui est l'église Saint-Paul, qui est actuellement un temple. Alors, c'est une église qui possède un dispositif un peu particulier, puisque c'était également l'église de l'empereur, qui était de confession luthérienne. Et je vais vous emmener voir un de mes collègues qui est en train d'étudier cet édifice et son ornementation. Alors, si vous voulez bien me suivre. Alors, Saint-Paul, parlez-nous de Saint-Paul. On est ici dans une église de garnison, nous disait Olivier tout à l'heure. Alors, une église de garnison, oui, parce qu'elle comporte un certain nombre d'éléments. Bon, elle était destinée aux militaires, évidemment, et donc elle comporte un certain nombre d'éléments caractéristiques, notamment la tribune qui était réservée à l'empereur et à sa famille, que vous avez ici, donc qu'on a remplacé par un orgue. Oui, voilà, c'est ça. Et par ailleurs, un nombre important de portes qui étaient destinées donc à rendre l'accessibilité plus facile à de très nombreux fidèles. Donc les militaires pouvaient entrer ici jusqu'à près de 3000. Et donc ils entraient dans un ordre évidemment particulier, selon un protocole très réglé. Voilà. Et le site a été choisi parce que c'est un des sites les plus remarquables de la Neustadt, en pointe de l'île Sainte-Hélène, et donc on a voulu effectivement faire une sorte de cathédrale à cet endroit-là, et d'ailleurs les touristes s'y trompent assez fréquemment en confondant cette église avec une cathédrale. Dès 1871, il avait été décidé de construire à Strasbourg la plus moderne des universités de l'Empire germanique. Moins de 2 km séparent le palais impérial du palais universitaire.
et qui, mieux que Goethe, à la fois poète, romancier, dramaturge, mais aussi homme d'État, passionné par les sciences et la diplomatie, pouvait trôner devant les portes du savoir. Alors Emmanuel, après le pouvoir politique, voici la science, le savoir. On est sur les marches du savoir. On est entre deux palais. Il y a grosso modo 500 mètres qui nous séparent du palais du Rhin. Qu'est-ce qu'on peut dire du palais universitaire ? C'est un bâtiment également extrêmement riche et extrêmement chargé, non seulement en matière de décor, mais aussi presque idéologiquement, en fait, pour montrer un petit peu la puissance de l'Empire allemand. Avec un certain nombre de ses représentants, des grands scientifiques, des grands littéraires. Après Goethe, nous voilà entrant dans l'enceinte du savoir. On y va ? Oui. C'est carrément exceptionnel. Ouais. Là, on se trouve là dans l'Aula, donc partie qu'on appelle l'Aula depuis 1919 et qui était autrefois donc une simple cour couverte et avec éclairage zénital. L'Aula se trouvait sur la façade en fait. C'était une grande salle de réception où se passaient les grandes cérémonies. Et comme lorsque l'Alsace est redevenue française, la première rentrée s'est faite dans cette partie-là, le nom de l'ancienne salle est resté attaché à cette partie. Alors, à titre indicatif, combien d'étudiants là? Plusieurs milliers, j'imagine? Non. Le palais universitaire a été conçu pour quelques centaines d'étudiants à peine. Donc, ils étaient à l'aise ici. Il y avait beaucoup d'espace de circulation. Le Reichsland y a mis les moyens. Là. D'ailleurs, on voit ça dans le décor. Il y a du marbre partout. C'est assez extraordinaire. Oui, en fait, on a souhaité faire du palais universitaire, comme ce qui était déjà frappant à l'extérieur, une vitrine en fait du savoir et de la puissance de l'Empire. On va continuer dans la vitrine. Bonjour Delphine. Bonjour. On est ici dans un des lieux les plus exceptionnels de cette Neustadt, à savoir cette coupole de l'Observatoire de Strasbourg. C'est vrai que c'est un endroit assez exceptionnel. Alors c'est la grande coupole qui abrite la grande lunette de l'Observatoire astronomique, qui est donc le 3e observatoire que la ville de Strasbourg connaît, et qui est construit par les Allemands et qui, à l'époque, voulant faire de l'université vraiment une vitrine du savoir et de la technologie allemande, prévoit notamment donc cette très grande lunette, des chiffres assez impressionnants, une coupole qui pèse 34 tonnes, 12 mètres de diamètre, et la lunette qui, à l'époque, est la plus importante de l'Empire et qui, encore aujourd'hui, est la 3e plus grande lunette après l'Observatoire de Paris-Meudon et l'Observatoire de Nice. Il est inauguré en 1881, soit 3 ans avant l'inauguration de l'ensemble de ce campus universitaire impérial. L'observatoire fait partie des tout premiers bâtiments qui sont construits dans le cadre de ce grand projet de campus universitaire, effectivement. Bonjour Claude. Bonjour. Heureusement que vous arrivez là, parce que là je suis devant une porte hyper sécurisée. On est où là? On va y aller, je vais vous montrer. Ouais. On a l'impression qu'on est dans une salle des coffres, qu'on est dans une banque ici. Alors on est où en fait concrètement? Oui, c'est un peu notre coffre-fort, notre trésor. Ici, on est dans la photothèque. C'est ici qu'on archive toutes les photos argentiques qui ont été réalisées depuis 1964 dans le cadre des missions d'inventaire. Donc ça représente environ 250 000 images. Qui sont stockées de façon extrêmement soigneuse. Bien entendu, elles sont stockées à hygrométrie et température constante, c'est-à-dire 17 degrés de température toute l'année et 30% d'hygrométrie.
Et les photos sont en plus mises dans des pochettes à pH neutre et des casiers métalliques. Claude, qu'est-ce que vous êtes en train de faire là? Là, on vous a quitté dans votre cave et on vous retrouve derrière un ordinateur. Et là, je suis en train de post-traiter une image, noir et blanc, donc, qui a été réalisée rue Rapp. C'est là où on s'est rencontrés. Exactement, tout à fait, oui. Ce qui m'a surpris quand on s'est rencontrés la première fois, c'est de vous voir travailler avec une chambre photographique qui, pour certains, peut paraître archaïque. Alors, explication. Mais on travaille à la chambre photographique parce que c'est un appareil qui, d'une part, permet de corriger les perspectives de manière extrêmement efficace, notamment redresser les fiottes. L'idée également, c'est d'avoir une grande richesse d'informations et le grand format le permet. C'est aussi, d'une certaine manière, l'exigence du service qui veut ça. Effectivement, la première exigence, c'est la lisibilité, puisque ces documents vont, disons, soutenir un petit peu la recherche et le discours des chercheurs. Je pense que l'idée, c'est de s'approcher vraiment de la perception des valeurs de l'œil. Mais la Neustadt se devait d'accueillir toutes les classes sociales. Les travailleurs géants du pont des 4 Hommes, actuellement le pont Kennedy, honoraient la classe ouvrière. Par ailleurs, la croissance industrielle de Strasbourg et de ses faubourgs a favorisé l'arrivée d'une population modeste à la recherche de travail, en grande partie des paysans alsaciens des environs. Ainsi, pour les classes modestes, comme pour les industriels, la Neustadt était une belle opportunité. Oui, Emmanuel. Alors, on vous a vu dans une église, on vous retrouve à la piscine. Oui. Changement de programme. Exactement, oui, on poursuit les opérations d'inventaire. D'accord. Alors, l'inventaire traverse les bains romains, de toute évidence. Ce bâtiment est particulièrement représentatif à cet égard, puisqu'il combine à la fois l'hygiène, enfin la fonction d'hygiène, la détente également, et aussi des parties médicinales, des soins médicinaux. Très rapidement, les Strasbourgeois se sont appropriés les lieux et ça a eu beaucoup de succès. Il y avait également un solarium en toit, enfin sur les toits, donc tout ça servait vraiment à être très attractif pour les nouvelles offres pour les Strasbourgeois. Très peu de choses ont changé. On se trouve actuellement donc au-dessus des bains qui sont actuellement mixtes mais qui étaient réservés aux hommes à l'origine. Un autre grand bain, mais plus petit que celui-ci, se trouve à côté, était limité, enfin réservé aux femmes. Alors effectivement, les installations sont encore les installations anciennes pour leur grande majorité. Vous avez les verrières qui sont encore en place, les cabines, les crachoirs en cuivre, même la robinetterie à certains endroits et les poignées de porte. Et tout ça a coûté extrêmement cher, et beaucoup plus cher que ce qui était prévu. Et donc, malheureusement, la ville et l'architecte à l'époque ont été accusés d'avoir un peu explosé le budget. Marie, ce sont des milliers de données que vous collectez là. Alors, pour qui, pour quoi faire, et surtout, est-ce que le citoyen lambda y aura accès? Alors, oui, tout à fait. Pas forcément sous la forme initiale telle que ça a été produit, puisque ça serait une information peut-être un petit peu trop brute et trop difficile d'accès pour le grand public. Mais les chercheurs vont ensuite faire des dossiers documentaires rédigés, illustrés de photographies professionnelles, qui, elles, seront diffusées au public via différents supports, sites internet, publications, expositions, etc. Mais notre documentation sert aussi aux professionnels qui, au quotidien, gèrent et accompagnent le développement de la ville, urbanistes, architectes, décideurs aussi. Et le principe est de bien connaître le passé, l'histoire de la ville pour bien accompagner son développement et son avenir. Finalement, le patrimoine, c'est quelque chose qui est en mutation permanente et qu'il convient toujours d'étudier, même si, bien entendu, nous avons déjà aujourd'hui une très bonne base de connaissances sur le patrimoine régional. Éric Chenderowski, vous êtes directeur de l'urbanisme et de l'aménagement de la ville de Strasbourg. Comment est-ce qu'on gère un héritage conséquent comme celui de la Neustadt ?
Fondamentalement, la Neustadt, ça fixe une référence très forte dans l'urbanisme strasbourgeois, à la fois dans l'organisation territoriale, qui est aujourd'hui largement déterminée par cet héritage, mais également sur la manière dont on a fait la ville à une époque et dont on peut s'inspirer largement pour penser la ville d'aujourd'hui. L'architecture allemande, en fait, elle s'est beaucoup inspirée de toutes les architectures européennes. Quand vous êtes dans la Neustadt, vous trouvez des morceaux de Bruxelles, de Londres, de Paris, et cette architecture du 19e, début 20e, elle est très européenne. Et en fait, les Allemands nous ont légué aussi autant un savoir-faire urbain qu'une architecture. C'est donc en quelque sorte l'Europe avant l'heure. C'est l'Europe avant l'heure avec la Neustadt. La Neustadt de Strasbourg est un témoignage exceptionnel de l'architecture et de l'urbanisme wilhelmien qui couvre la période de 1870 à 1918. C'est aussi en quelque sorte un quartier paradoxal, puisqu'il aura fallu que ce soit dans une ville française que l'on retrouve aujourd'hui quelques fleurons de l'architecture allemande de la fin du 19e et du début du 20e siècle. La Neustadt est aujourd'hui l'objet de toutes les attentions, en particulier de celles des hommes et des femmes du service de l'inventaire du patrimoine de la région Alsace, qui, à leur manière, inscrivent chaque immeuble dans le grand inventaire de l'histoire de Strasbourg.